Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment on fait pour faire face à des news quand elles arrivent, pour voir des descentes aux enfers, ou même des rachats, ou même des explosions, et voir un petit peu la méthodologie à avoir, en tout cas la philosophie qu'il faut avoir pour ne pas se faire avoir à la hausse ou à la baisse. Alors cette idée m'a traversé l'esprit quand j'ai vu Casino après la descente aux enfers en bourse, est-il enfin temps de miser sur l'action? Donc la personne fait un article sur Casino Guichard pour dire que justement ça a été dilué, qu'il y a eu des problèmes, etc. Et que ça va être repris, que la dette va être renflouée et que l'idée c'est de savoir si on est à un point bas et que c'est le moment puisque ça a tellement descendu que, en gros, alors il ne dit pas ça a tellement descendu que ça ne peut que remonter, mais c'est un petit peu ça la question qu'on peut se poser en lisant ce genre d'article ou en voyant que ça a tellement baissé, c'est ce que les investisseurs peuvent se dire, surtout les débutants qui peuvent se dire oui mais regarde l'action est passée de je ne sais pas 40 euros à 18 centimes, 18 centimes ça ne peut que remonter. Donc justement pour étayer un peu ce que je viens de dire, on peut montrer que là on est parti de 97 en 2014 pour arriver aujourd'hui, donc on voit bien moins 98%, on est à 43 centimes et plein de gens se diront mais 43 centimes, Casino, j'y vais tous les jours, ça ne peut que remonter et même si ça remonte qu'à 3-4 euros ou même à 10 euros quand on voit que c'est ici comparé à la grande descente, ben 43 centimes à 10 euros, waouh c'est magnifique, je fais plus de x20 donc c'est génial, il faut que j'y aille. La question déjà, avant toute chose, c'est de se dire est-ce que je peux gagner de l'argent à l'avenir et est-ce que les gens ont dit que la société allait remonter? Quand on se met en 2023, on a reporté moins 0,07, estimation à 0,41, 2024 0,26 et estimation pour 2025 moins 0,55. Donc on voit déjà que c'est pas génialissime, on n'est pas dans les revenus qui étaient comme ça et surtout on n'est pas en progression. Donc on pourrait dire déjà, première alerte, attention, ce n'est pas génial, ça ne projette pas de gagner de l'argent, pas tout de suite. Alors effectivement, on pourrait se dire, oui, mais il y a une restructuration en cours, ça pourrait prendre du temps. Très bien, mais en attendant déjà, premier warning, on perd de l'argent, on ne remonte pas. Donc si c'est pour placer de l'argent pendant déjà 2-3 ans et que ça ne rapporte pas, bon, ça paraît pas être super. Si on passe sur les ratios financiers, on voit que au niveau des revenus totaux, on était bien jusqu'en 2014 et on ne fait que descendre. Donc c'est pas de l'année dernière ou de l'année d'avant, ça fait vraiment 10 ans qu'on descend et qu'on descend bien franchement. Si on se met au niveau des revenus nets, forcément, ça va être la même panacée. On est depuis 2014 et on ne fait que descendre tranquillement. Au niveau des marges. Alors les marges sont infimes, oui c'est le secteur qui veut ça, mais en attendant, même si c'est le secteur qui veut ça, des marges entre 0,48 et moins 0,32, on est bien d'accord que le moindre problème, la moindre récession, la moindre pandémie, le moindre accroc avec tout ce qui est les partenaires, les fournisseurs, on comprend bien que ça peut très vite aller au tapis. Alors oui, le secteur ne permet pas d'avoir des marges de 10, 20, 30, 50% de marge nette, mais avoir ne serait-ce que du 3, 4, 5, 6% pourrait permettre de mettre de l'argent en cas de coup dur, de mettre de l'argent de côté et ainsi de constituer un trésor de guerre pour les moments où ça va mal. Si on descend un petit peu au niveau du nombre d'actions en circulation, une grosse hausse, un rachat d'actions, ce qui est pas mal du tout. Donc là, pour l'instant, rien. Si on passe rapidement au screener 2, Rocher, on est très nul depuis 2014, si on se met ici, on voit bien que 2013-2014, très bien, on avait entre 8 et meilleur 15%, et on ne fait que descendre, et un rocher négatif, donc nul. Au niveau du free cash flow, on est en dents de scie, mais 2016, 2018, 2021, on ne fait que descendre, et on voit bien qu'une année sur deux, on est juste, là 70 millions et là moins 426, donc on voit bien que c'est vraiment limite moyen. Et si on se met au niveau du screener 3, on voit bien que la dette, on était en pleine explosion, donc on a une dette, des marges faibles. On comprend bien donc que le moindre accroc dans la chaussure peut vite dégénérer, puisque une dette énorme avec des marges extrêmement faibles et pas de croissance du chiffre d'affaires, tous les ingrédients sont là pour finalement couler. On a en plus les capitaux propres qui ne faisaient que descendre, alors c'est dû aussi à l'augmentation de la dette, mais peut-être qu'il y a eu une cession ou deux, et donc globalement, si on vend des actifs et qu'en plus on grandit la dette, c'est vraiment la spirale infernale, donc déjà, deuxième warning, les ratios sont mauvais, et ça ne nous prédit pas que ça ira mieux maintenant. Maintenant, il est possible qu'il y ait une restructuration avec une nouvelle guidance, avec une nouvelle stratégie, des nouveaux modes opératoires, bref, du coup, la deuxième idée est d'aller creuser et de voir un peu le plan prévu. Quand on arrive pour le business plan consortium, on descend, on nous explique que les hypothèses, contexte, suite à la décision du groupe Casino de mener un processus de cession de ces hypermarchés, le consortium a revu son plan d'affaires pour 2024-2028. Donc on a une stratégie sur moyen long terme, mais au moins ça donne la direction.
Afin de prendre en compte la nouvelle prévision d'atterrissage 2023, négociation exclusive avec Intermarché et Auchan en vue d'une cession majeure du parc d'hypermarchés et de supermarchés. Alors peut-être que c'est un fardeau, que c'est un poids, mais une cession, c'est pas forcément très bien, puisqu'on disait tout à l'heure qu'il y avait peut-être déjà eu des cessions plus une augmentation de la dette, donc ce n'est pas génial. Les leviers clés, adopter un positionnement à prix EDLP, donc Everyday Low Price, donc on est vraiment sur notre pouvoir marketing, c'est vraiment le prix bas. En général, c'est plutôt moyen parce que ça veut dire que vos marges sont extrêmement faibles. Donc si vous partez sur des prix extrêmement bas, oui, le marché du low cost, ça peut marcher, il y a des sociétés qui y arrivent, mais c'est très très difficile, il faudra une gestion optimale puisque par définition, si vous faites du low cost, vous pratiquez des prix bas, donc des faibles marges, donc vous êtes plus en danger que si vous pratiquez des marges fortes. Investir massivement dans la rénovation et la réhumanisation des magasins. Alors oui, c'est très bien, mais c'est pas ça qui va faire revenir les gens, puisque la rénovation, très bien, ça peut donner envie une fois qu'on est dedans, mais globalement, je ne vais pas aller dans ce magasin-là parce qu'il vient d'être rénové. De la même manière, la réhumanisation, c'est une bonne chose aussi, si les gens à la caisse me parlent mieux, ou s'il y a une bonne ambiance, mais je ne vais pas y aller uniquement pour ça. Augmenter les dépenses en marketing, une très bonne chose pour mieux se faire connaître et surtout du bon marketing. Mais globalement, bon, c'est une dépense, c'est dommage, mais ça peut permettre d'attirer plus de gens. Développer l'offre MDD, marque de distributeur, pour accroître l'attractivité et la singularité des enseignes. Ça, c'est une très bonne chose. Relancer l'expansion de manière sélective et principalement via la franchise. La franchise permet une latitude qui fait que c'est pas vous, en général, qui avez des problèmes au niveau des pertes. Par contre, si ça marche bien, vous empochez. Donc, en général, c'est une forme d'abonnement où vous gagnez de l'argent de manière relativement certaine puisque c'est mis dans le contrat, et si jamais la société que vous franchisez ne peut pas subvenir au contrat, elle coule, mais vous perdez juste le contrat, vous perdez juste la rémunération, mais tant pis. Et accélérer la transition de Cdiscount vers un modèle marketplace. Si on descend, on voit 2024, 2025, 2026 et on voit ici le chiffre d'affaires. On voit on passe de 12 à 10, à 19, à 11 et à 11 444. Donc déjà, si on se met sur cette année qui est là, on n'est pas en croissance avant 2028. Évidemment, je comprends bien que si on retourne une entreprise comme Casino, ça ne se ferait pas en 2 ans. Mais pour les gens qui hésitaient à se placer, par exemple, à 43 centimes, on est bien d'accord qu'arrivé ici, on sera toujours au même stade que là, même si les marges se sont un peu améliorées entre-temps, si on a épuré quelque chose, oui, il y aura peut-être du mieux, on ne va pas rester à 43 centimes tout du long, mais globalement, on peut encore se dire une année, voire 2 années, et voir dans 3 ans pour se positionner ici, refaire un état des lieux et se dire, est-ce que le chiffre d'affaires, on a mis une stratégie différente avec une croissance différente, est-ce que les marges ont bien été améliorées comme c'était prévu, est-ce qu'il y a bien eu un décrassage, est-ce que le désendettement a bien eu lieu, bref, on comprend bien que déjà, on peut déjà se poser dans 1 an ou 2. Au niveau de l'EBITDA, EBITDA 126, 450, etc., etc., très bien, une bonne guidance, ce qui est bien, et de la même manière, on peut très bien se placer pour les rapports annuels en 2025 ou 2026 pour se dire est-ce que, parce que ça c'est un plan, c'est un projet, ça ne veut absolument pas dire que ça va se réaliser, surtout qu'il peut y avoir encore d'autres choses qui arrivent, d'autres problèmes sur ces années-là, mais globalement se mettre 2025 ou 2026 pour se dire est-ce que ça a bien été réalisé, est-ce que le management est confiant dans l'avenir, est-ce qu'ils ont tout donné et que là ça commence à être un plateau, bref, on comprend bien que déjà 2024, 2025, 2026, on peut laisser voir et faire un bilan en 2026. Les dépenses d'investissement nettes, 354, 248, 295, 316, 311, relativement stables. De la même manière, en 2026, on peut voir si ça aura eu lieu, et surtout qu'une dépense d'investissement, il faut d'abord gagner de l'argent. On est bien d'accord que si ce projet-là ne se réalise pas du tout et que le chiffre d'affaires dégringole, il n'y aura pas d'argent derrière pour pouvoir faire du réinvestissement, ou alors on commencera à s'endetter, à taper dans les caisses, etc. Et enfin, le flux de trésorerie qui passerait un peu positif à partir de 2026 et qui grandirait jusqu'à après 2028. De la même manière, on peut se remettre ici en 2026, en début 2026, pour avoir les rapports financiers annuels de 2025 et voir si effectivement on arrive à l'équilibre à zéro et si la direction se dit l'année prochaine devrait être pas mal. Si on va sur le PDF pour le contexte de la restructuration, on voit ici l'endettement croissant, donc on a bien le beau graphique qui nous montre que depuis 2000, on s'endette. Alors c'est relativement faible, c'est de 3 à 6, donc c'est pas énormissime. Le problème est que on n'a pas eu une énorme hausse du chiffre d'affaires et des revenus nets entre-temps, donc c'est plutôt ça qui pêche. Si on descend un petit peu plus bas, on a l'insuffisance du plan de cession. Pour faire face à ces difficultés, le groupe a mis en œuvre mi-2018 un plan de cession d'actifs non stratégique, localisé en France. Le plan de cession développé une enveloppe de 4,5 milliards d'euros. Au 31 décembre, une cession avait déjà été réalisée. On voit qu'en 2018, on a cédé pas mal de marques, Monoprix, etc., Casino Géant. On en voit encore d'autres ici et
Du coup, on se demande, est-ce que c'était une bonne stratégie pour réussir à désendetter le groupe, mais le problème c'est qu'on se prive de chiffre d'affaires. Si ce n'était pas rentable et très faiblement margé, c'est une bonne chose. Est-ce que ça a été le cas? Apparemment non. Donc déjà, l'ancienne équipe dirigeante n'était pas extrêmement balèze et elle ne parvenait pas à bien gérer la société. Maintenant, peut-être que maintenant au board, les gens qui sont montés vont pouvoir aider un petit peu à la décision et prendre les bonnes stratégies, mais en attendant, jusque maintenant, il y a eu beaucoup de sessions et finalement, ça n'a pas porté ses fruits. On peut ensuite continuer à descendre pour voir tout un tas d'autres données. L'idée n'est pas non plus de faire des recherches aussi approfondies parce que sinon ça mettrait beaucoup trop de temps et vous voulez juste être sûr que vous ne loupez pas une affaire. Mais on voit bien qu'en quelques minutes là, juste en regardant quelques graphiques et en utilisant son cerveau, en analysant quelques instants, quelques chiffres et en les faisant parler, on se rend bien compte que Casino n'est pas une bonne affaire. Elle le deviendra peut-être. Et oui, peut-être qu'un jour Casino retournera à 10, 20, 30, 50 euros et celui qui aura misé sur 43 centimes fera fortune. En attendant, si jamais vous attendez 2024, 2025 ou 2026 pour analyser les chiffres, vous rentrerez peut-être à 2 ou 3 euros, ce qui fait qu'au lieu de faire un x100, vous ne ferez peut-être qu'un x30. Mais entre le premier qui avait fait un x100 absolument sur une base hypothétique en jeu casino, puisqu'il avait 99% de chance de perdre, parce que quand on voit ce genre de dossier, on a 99% de chance de perdre et que casino aille au tapis, alors que l'autre personne qui a attendu, qui n'a fait que un x30, mais si elle fait un x30, c'est qu'au moment où elle est rentrée, elle estimait qu'on était sur la bonne longueur d'onde, sur la bonne stratégie, qu'on commençait à regagner de l'argent et qu'effectivement, on arrivait à un moment donné où il y avait un avenir plutôt ensoleillé et qu'on avait beaucoup de probabilités de gagner de l'argent et de récupérer surtout l'investissement qu'on avait fait au départ. Si on passe ensuite sur cet article, Téléperformance plonge à près de 30% en séance, Worldline également sanctionné, Bitcoin à plus de 60 000, etc. Trois faits marquants. Téléperformance, on l'a fait, on l'a déjà vu dans la précédente vidéo, je vous la mets ici, donc on a déjà traité le dossier. On va se concentrer par exemple sur Worldline. Alors si on descend... On a les résultats de Worldline et Casino sanctionnés. Worldline lâche de son côté 10% après avoir annoncé une dépréciation de 1,15 milliard d'euros d'actifs sur son activité de service aux commerçants, faisant basculer son résultat net par du groupe dans le rouge. Le spécialiste des paiements électroniques affiche pour 2023 une perte nette de 817 millions d'euros sur ses opérations et prévoit un ralentissement de la croissance organique des ventes, etc. etc. Bernstein, passé de surperformance à neutre, juge qu'il faudra du temps pour rassurer la compétitivité de l'entreprise. Alors oui, une récession ou un début de décroissance, ça arrive dans n'importe quel secteur. Maintenant, pareil, l'idée de se dire, est-ce que Worldline est une mauvaise société qui va aller à la cave? Est-ce que c'est le moment, puisqu'elle a dévissé de 10% et le marché n'y comprend rien, est-ce que c'est le moment, comme sur Casino, de se mettre sur un point bas parce que ça ne peut que remonter? Et l'idée est toute bête, c'est juste d'aller voir, les fondamentaux, les chiffres, mais on va pas le faire là exactement comme ça, puisqu'on vient de le faire sur Casino. On va se dire qu'on va par exemple le comparer à un autre concurrent qui fait aussi les gros titres et voir si justement les deux sont de la même manière dans le même bateau, donc ça veut dire que ce serait plutôt le secteur qui dit ça, ou s'il y a un bon et un mauvais élève. Donc j'ai pris Worldline, fintech française, leader mondial dans la sécurisation des paiements et des transactions, et blablabla, etc. Et en face, on va prendre Adyen, plateforme pour accepter les paiements, protéger les revenus et gérer les finances. Oui, ce ne sont pas des concurrents extrêmement identiques, mais ils sont quand même sur le même marché, le même secteur, et l'un pourrait très bien ouvrir une offre pour exactement concurrencer l'autre. Donc le but n'est pas de dire que ce sont des jumeaux, l'idée est de dire on est sur le même secteur qui fait globalement les mêmes choses, et donc on va essayer de voir s'il n'y a pas moyen de voir si l'un est un bon élève et l'autre un mauvais, les deux sont très bien, les deux sont très mauvais. Bref, on va juste essayer de brosser un peu le portrait des deux rapidement, juste pour voir, et le but n'est pas de se dire qu'on va essayer de trouver un copier-coller de Worldline. L'idée est de se dire, voilà, je veux être dans les fintech, je veux être dans la technologie et dans les paiements. Donc, j'essaie de trouver une société dans ce secteur puisque je n'en avais pas. Je suis dans la consommation discrétionnaire, je suis dans l'intelligence artificielle et il me manquait une société dans ce secteur. Et donc, je vais essayer de trouver un bon investissement qui, du coup, peut encore être là dans 10, 15, 20 ans et qui, idéalement, aura gagné de l'argent entre-temps. Alors, si on se met ici sur les capitalisations, bon, on va pas comparer ce qui n'est pas comparable, on voit que les deux sont montés très fortement et que les deux sont en baisse. On a par contre un qui diffère, on a ici du Worldline qui descend très fortement et on a un Adyen qui monte. Donc, le marché semblerait avoir reconnu quelque part une force préférentielle ou une mode chez Adyen qu'il ne retrouve pas chez Worldline. Attention, ça ne veut pas dire que du coup, rien qu'avec ça,
les fondamentaux sont posés et que le marché est toujours efficient, ce n'est pas le cas. Il suffit que la communication ait été meilleure ou que Adyen dise on va intégrer de l'intelligence artificielle pour détecter les fraudes dans nos paiements, ça y est, vous gagnez des points et vous faites la une des journaux, alors que l'autre côté Worldline, il suffit qu'ils gardent ça secret, qu'ils disent non, nous c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour projet, tout simplement parce qu'ils sont légèrement en retard. Il n'empêche que les chiffres pourraient être très bons l'année qui suit et rattraper. Donc là, attention, petite alerte, mais ça ne veut absolument rien dire. Si on se met au niveau du chiffre d'affaires, on voit bien qu'il y a une nette différence entre les deux. Alors oui, on est fortement redescendu, c'est à aller voir pourquoi, mais globalement, on a quand même un écart ici, on gagne un petit peu plus avec Adyen. Si on fait la même chose pour les revenus nets, on voit bien qu'il y en a un qui descend envers Worldline, et il y en a un qui monte très fortement, qui ne s'arrête plus, Adyen. Donc on voit aussi là, l'un gagne de l'argent pendant que l'autre en perd. L'un a une croissance régulière pendant que l'autre fait des dents de scie. Ensuite, si on passe sur la marge nette, puisque les revenus nets peuvent être différents, ce qui compte c'est la marge. On avait une marge quasiment équivalente, même si c'est l'échelle qui veut un peu ça, on va essayer de zoomer. Et si on se met là, on voit une différence, là on passe à 37% et ici moins 17%. Mais bon, ça peut arriver, une année négative, surtout en plus si derrière on a fait pas mal de changements dans l'activité, donc on va regarder d'autres ratios. Si on se met au niveau du ROCE, on a Adyen toujours en jaune qui se maintient entre 26 et 30. Allez, 25 et 30, donc on va prendre une médiane à 23, 25 et quelques. Allez, 25. Et on descend au niveau de Adyen qui part sur du 8, 4, 9, 1, 2 et 2%. Donc déjà, on n'est pas sur quelque chose d'excellent. Si on se met en indexé sur 100, on voit bien, hop, on se remet là. On voit bien que les courbes sont complètement différentes et pourtant les deux partaient d'un niveau à peu près similaire. Si on se met maintenant sur le free cash flow, puisque c'est ce qui nous intéresse, on voit que les deux génèrent quasiment autant de free cash flow, donc c'est une bonne chose sur ce point-là. Très bien, on va même se mettre comme ça, en indexé sur 100. On voit une très légère différence, mais globalement, on a la même chose. Mais attention, on a 724 et 738, l'idée est de voir est-ce que le chiffre d'affaires est identique pour un cash flow qui est relativement similaire. Si on revient ici sur le chiffre d'affaires, on a en bleu foncé le Worldline qui nous dit 4,6 milliards, donc 4,6 milliards de chiffre d'affaires, et Adyen qui fait 1,8 milliard. Donc on a plus de deux fois moins de chiffre d'affaires et pourtant on arrive au même free cash flow. Là, la conclusion, vous voyez, mais globalement, à part une bonne justification pour avoir réinjecté l'argent qu'il pourrait avoir, donc il faut aller creuser un petit peu plus loin, mais globalement, déjà, on a des ratios qui sont relativement différents. Si on passe maintenant au niveau du price to free cash flow, alors oui, forcément, on a une différence. Si l'un rapporte plus ou est plus prometteur, on a un price to free cash flow de 86 contre du 4 et quelques, mais la question c'est toujours la même. Est-ce que vous voulez payer quelque chose vraiment pas cher, un price to free cash flow de 4, mais qui peut ne pas gagner d'argent, voire en perdre au fur et à mesure, voire rester stagnant, ou si vous préférez prendre du 86 qui est en pleine croissance et qui a l'air de repousser les limites à chaque fois. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument foncer, même si un price de free cash flow de 86, vous pouvez très bien vous dire j'attends un repli, j'attends que ça redescende, puisque même avec une belle progression, je n'attends pas 86 années avant de retrouver mon cash flow, mais globalement, la question se pose, mais il ne faut pas forcément partir sur celui qui est le moins cher. Si on passe maintenant au niveau de la dette nette, on arrive ici, on voit que la dette descend. Alors, est-ce que je suis en pourcentage? Oui. On voit bien que la dette chez Adyen descend très fortement, donc la dette nette, donc on constitue de la trésorerie ou équivalent, des petits placements à court terme, et de l'autre côté, on a la dette nette de Worldline qui monte. Alors, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, on peut très bien avoir de la bonne dette pour faire de la croissance, mais globalement, on a quand même deux profils, et c'est toujours le même qui a l'air de mieux gérer son argent, en tout cas d'avoir un meilleur business model. Si on passe ici au niveau du shareholder equity, on arrive là, on voit bien, alors on va se mettre, est-ce qu'on est en pourcentage? On va se mettre en pourcentage. On voit ici, les deux sont en progression, c'est une très bonne chose et ont à peu près la même allure, donc c'est pas mal du tout. Peut-être que l'un a une plus forte croissance, mais stagne un petit temps. Là, pareil, ça dépend de la stratégie de chacun. Globalement, on est sur une équité. Si on passe maintenant au niveau des projections, 2023 on est là, reporté 1,85, 2024, 2025, 2026, c'est bien, on progresse. Alors c'est une croissance molle, mais pourquoi pas. 2,23, 2,46, on a une bonne croissance, ça va, c'est pas mou, c'est pas extrêmement dynamique, mais ça va, c'est une croissance moyenne, donc pas mal du tout. On va maintenant passer sur Adyen. Et maintenant Adyen, on voit ici 22, 27, 35, 44 et 55, on voit que la croissance est quand même bien plus soutenue, on voit bien que c'est une belle ligne droite, que ça ne fait que progresser, donc pour l'instant
on voit bien que si on regarde un petit peu le secteur, Adyen contre Worldline, même si effectivement ce n'est pas exactement le même secteur, le même sous-secteur, si vous deviez choisir par exemple dans une fintech, tout de suite, en regardant les gros titres avec Worldline qui a chuté, est-ce que c'est le moment de renforcer sur les points le plus bas parce que ça pourra pas baisser encore plus et qu'on a un price to free cash flow de seulement 4 et quelques? Non, on voit bien qu'Adyen a un profil qui est bien plus prometteur et même s'il faut le payer un peu plus cher, il y a de fortes chances que dans 5, 10, 15, 20 ans, la société soit plus grande, plus profitable qu'aujourd'hui et que donc votre argent ait plus de probabilité d'être récupéré, voire d'avoir été correctement investi. Alors vu la longueur de la vidéo, on va pas aller plus loin, on va pas faire d'autres choses, mais globalement j'espère que ça vous a aidé, que vous voyez comment il faut essayer d'appréhender des articles qui sont souvent juste là pour retenir votre attention, pour essayer de faire couler beaucoup d'encre, d'être repris, d'interpeller, et souvent il y a quand même un non-événement, et dans tous les cas, il ne faut jamais sauter sur une action juste parce qu'un gros titre vous a dit que c'était pas cher, juste parce que vous pensez qu'il y a une action qui vaut tellement peu cher qu'elle ne pourra pas valoir moins cher, et que tout ce qui est pas cher doit être acheté puisque ça ne peut que remonter. N'oubliez jamais qu'une société, même à 40 centimes, peut encore perdre 99% de sa valeur et encore jusqu'au dépôt de bilan. Donc, il ne faut pas acheter parce que ça descend ou parce que c'est pas cher. Il faut acheter parce que votre investissement a de fortes probabilités de perdurer dans le temps, de prendre des parts de marché dans son secteur, de faire fructifier l'argent que vous avez placé et investi et espérer faire un x5, x10, x15, x100 peut-être, mais surtout pas acheter quelque chose juste parce que c'est pas cher. Voilà, si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire, j'en ferai plus souvent et moi je vous dis à la prochaine. Salut!